Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve à la suite de l'actu en 7 pour un entretien où nous recevons ce matin un cadre du Parti du Renouveau démocratique pour faire un peu le point de l'actualité politique. J'ai le plaisir de recevoir Christian Parfait Aoyo, délégué général aux technologies de l'information et de la communication numérique de ce parti. Christian Parfait Aoyo, bonjour. Bonjour chers amis, bonjour aux téléspectateurs de E-Télé, c'est un plaisir d'être toujours ici avec vous. Voilà, plaisir partagé. Nous allons faire le tour, comme je le disais au début de cet entretien, de l'actualité nationale. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent qu'ils peuvent envoyer des questions sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre page Facebook E-Télé en direct ou via WhatsApp avec le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, nous allons peut-être débuter par l'actualité la plus récente, on va dire, cette attaque qu'ont subi nos forces de sécurité et de défense à la lisière de Porga et de Banikwara. En tant que membre d'un parti politique important et en tant que personnalité politique, qu'est-ce que déjà vous en dites? On a vu le communiqué du PRD qui a réagi sur cet événement. Mais j'ai le plaisir de vous avoir sur le plateau. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Merci. Je crois que cet acte qui vient d'être posé par les djihadistes sur une partie de notre territoire qui a agressé, tué certains membres de nos forces de sécurité et de défense, un acte ignoble et un acte de traîtrise. Et bien entendu, cela nous interpelle en tant que citoyens tout court, en tant que citoyens de l'Ouest africain et en tant que Béninois, et plus précisément en tant qu'homme politique. C'est à l'aune de cette interprétation et de la gravité que le Parti du Renouveau démocratique, qui ne loupe pas les occasions pour opiner sur les sujets d'intérêt national et international, si tant est que cela interpelle la vie et le fonctionnement de nos institutions, le PRD, à la faveur de la préparation de son 5e congrès ordinaire, a fait sortir un communiqué pour condamner en 3 points ce acte qui s'est posé, présenter les condoléances aux forces de l'ordre et de sécurité, demander prompt rétablissement pour ceux qui sont blessés et surtout exhorter la population à plus de vigilance et à coopérer. Parce que ce qui arrive, c'est d'une extrême gravité. Je crois que nous sommes dans un espace de vase communicant et les hors-la-loi, il n'y a pas d'autre mot, les terroristes veulent profiter de la paix et de la quiétude sur nos espaces pour s'aimer la terreur. Nous n'allons pas céder à cela, mais en même temps, nous voulons dire à la population, à travers ce communiqué du PRD, qu'il ne faut pas rentrer dans la psychose, qu'il faut pas faire le jeu de la psychose. Il faut rester serein et la seule manière de le faire, c'est de s'unir comme un seul homme derrière le gouvernement, derrière nos forces de sécurité, et c'est ce que nous avons fait tout de suite, comme on le dit, tout à vos cessants, pour condamner avec la dernière rigueur dans ce communiqué du 5 décembre. Oui, justement, en parlant du gouvernement, est-ce que vous êtes rassuré par la promptitude avec laquelle autant les forces de sécurité et de défense, l'état-major a réagi, a communiqué à ce sujet? Est-ce que qu'est-ce que vous avez à dire sur cette gestion de crise? Non, ça a été professionnellement mené et aujourd'hui, le calme est revenu. Mais c'est le calme justement et le professionnel de nos forces de l'ordre, de tout l'état-major, y compris le premier d'entre nous qui a su gérer cette situation. C'est ça qui amène la quiétude, qui montre que notre territoire a été agressé, on a été attaqué frontalement, ils nous ont déclaré la guerre et je crois qu'ils verront tout le peuple béninois derrière eux pour que ne prospèrent pas ces genres de pratiques sur nos territoires. Nous avons apprécié à ces justes valeurs le comportement de nos forces de sécurité et de défense. Ça a été prompt, ça a été professionnel, les réactions ont été appropriées, même les contenus des messages. Parce que dans ces genres de choses, il y a ce qu'on appelle
la communication du terrorisme. Et profitons pour interpeller ceux qui diffusent des messages sur les réseaux sociaux de faire attention. On ne s'amuse pas avec tout. Donc de faire attention, même les médias. Dans ces genres de situations, il faut savoir distiller l'information. Il faut savoir donner l'information juste. Il ne faut pas créer la psychose. Et nous avons vraiment apprécié le professionnalisme de nos forces de défense et tout le gouvernement à travers cela. Et nous estimons que dans les jours à venir, on sera épargné de ça. D'accord. L'autre question d'actualité, on ne peut pas ne pas en parler, c'est une question de justice. Joël Aïvor, Rekia Madougou, leurs procès se sont tenus cette semaine. De façon générale, est-ce que le PRD a un avis sur la question, sur la manière dont les travaux se sont déroulés, ce procès justement, tout ce qui entoure, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Bon, c'est vrai que l'ADEN ne s'est pas penché sur cette question, non pas parce que ce n'est pas une question d'intérêt, c'est simplement par principe. C'est un dossier devant la justice. Franchement, il faut laisser la justice faire son travail. Nous demandons que ce soit la défense ou que ce soit le côté des accusations, qu'une justice digne de ce nom se passe. Et pour nous, au PRD, nous avons totalement confiance en notre justice. Et nous estimons que la justice est là pour tout le monde. Il n'y a pas de justice à deux vitesses, à géométrie variable. Nous demandons à toutes les parties de se calmer et là encore de savoir raison garder et de laisser la justice faire son travail, surtout que c'est un pouvoir totalement à part. Voilà. Nous allons venir maintenant au Congrès. Au Congrès a annoncé du parti du Renouveau démocratique. Il y a quelques semaines cela, il y a eu l'université de vacances. Le parti était déjà attendu sur certaines questions qui faisaient polémique. Déjà, nous allons nous appesantir sur ce 5e congrès ordinaire qui se prépare, annoncé pour le 19 décembre. Très concrètement, quels sont les objectifs, les grands axes qui seront abordés, au-delà d'une session d'un congrès statutaire, qu'est-ce que cela nous réserve très précisément? Alors, d'abord, c'est un congrès ordinaire, donc le 5e, donc après le premier qui est le congrès constitution en 90, le deuxième en 96, et tous les autres, chaque 5 ans, nous avons tenu notre congrès, et en 2017, on a tenu le 4e congrès à Porto Novo, et ce 5e congrès. Je vais faire un saut pour venir au 4e congrès, puisqu'au 4e congrès, la ligne du parti a été claire. Nous avons en prélude aux réformes du système partisan, nous avons déjà pensé adapter nos tests. Avant même que les lois ne soient votées, nous avons adapté nos tests sur les visions futures pour aller vers un parti moderne qui cale bien avec les réalités, parce que nous étions quand même acteurs de ces réformes-là. Donc, à ce congrès, justement, nous avions modifié nos tests, on a pu les adapter, ce qui a fait que, au niveau des réformes, peu ou prou, nous n'avions pas été secoués, nous avons été très vite, on a pu s'adapter rapidement à ce qu'on appelait la conformité. Tout le monde n'a pas la même vision des choses. Tout à fait. Ce n'est pas aussi simple que ça. Quand je dis n'a pas été secoué, je veux parler par rapport aux tests. Aux tests, d'accord. Nous avons certains partis ont eu du mal à se conformer, à s'adapter aux nouveaux tests. On a eu d'autres problèmes qui n'est même pas bien d'évoquer ici, puisque nous les avons mis au placard, nous les avons mis comme des expériences sur lesquelles nous allons nous appuyer pour pouvoir rebondir. Ceci étant, le parti, le PRD, a organisé son 4e congrès et a fait l'option claire du soutien au président de la République. C'est une ligne politique qui a été clairement affirmée à ce congrès. Quand d'autres grandes décisions ont été prises, je crois que cette ligne prise il y a 4 ans sera forcément réévaluée pour savoir si nous avons fait la bonne option ou si nous avons
fait une mauvaise option. Les congressistes nous le diront. Ça fait partie des grands points sur lesquels il faut nous attendre le dimanche pour savoir si notre option, le choix de soutenir le président Talon il y a 4 ans sur ces réformes, est-ce que c'est un bon choix? Pour le moment, les signaux que nous avons sont très clairs, sont ouverts. Oui, c'est justement la question que je voulais poser. Mais je ne puis vous parler au nom des 1063 délégués répartis sur l'étendue du territoire et dans la diaspora. Je ne puis dire ce qui va se passer. Donc le premier point, ce sera forcément une résolution, la ligne du parti, la ligne politique du parti par rapport à ce choix-là. La deuxième, ce serait l'adoption, la modification des textes qui régissent le parti, le règlement intérieur, les statuts et bien entendu le projet de société du parti, pour voir si notre projet de société est conforme au projet de société ou est compatible au projet de société du candidat que nous avons soutenu tout dernièrement. Nous allons revisiter cela. Et le troisième point qui est fondamental, c'est que on renouvelle les structures. Donc le bureau politique sera renouvelé, la direction exécutive sera renouvelée, chacun va faire son bilan. Et une fois que le bilan est fait, un nouveau mandat sera donné aux nouvelles structures et qui vont conduire le parti pour les prochaines années. Voilà les objectifs d'un congrès ordinaire. Donc les 3 objectifs sont très clairs, donc on n'attend pas autre chose que ça. Il ne s'agira pas d'aller dire des choses qui ne sont pas prévues parce que c'est statutaire. Et c'est les 3 points que je vous ai dit. On revoit les textes fondamentaux, on renouvelle les structures et on redéfinit la politique générale du parti. Notre politique a été définie clairement par rapport au gouvernement du président Talon depuis 2017. Donc nous allons revisiter cette vision-là. Voilà. Donc à ces 3 points, il y aura des résolutions et les congressistes vont opiner sur les rapports des 3 commissions qui seront déposés et la veille et l'avant-veille en travaux en commission et puis l'adoption le dimanche 19 décembre. Voilà. En attendant de revenir sur les conditions d'organisation, parce qu'on est dans une période exceptionnelle due à la pandémie du coronavirus, les dispositions pratiques, on a quand même envie de dire, en parlant de la ligne politique, on ne peut pas occulter le fait que le PAD ait été, on va dire, une victime consentante ou expiatoire si on considère les derniers joutes électoraux. Évidemment que cette question doit faire également l'objet de bilan. Est-ce que vous pensez, parce que la question que tout le monde se pose, est-ce que le PAD pourra continuer en l'état, c'est-à-dire qu'est-ce qui devra être changé pour être représenté simplement parce que ce parti a une histoire, et est-ce que brièvement le parti peut se permettre encore une fois d'être absent par exemple aux prochaines élections législatives, puisque c'est ce qui est devant nous. Bon, vous voulez parler des élections. Le parti n'a jamais été absent à un rendez-vous. Oui, ça c'est clair. Le PRD n'a pas été absent à un rendez-vous. Oui. Il y a eu une situation regrettable en 2019. Oui. Et il y a des situations regrettables aussi au niveau des élections communales pour la vie du parti. Nous avons tenu compte de tous ces paramètres-là. Et justement, si nous voulons renouveler nos structures, si nous lançons la remontada, c'est en tenant compte de tous ces paramètres. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que le PRD a une capacité de résilience, une capacité d'organisation basée sur l'innovation et surtout sur sa jeunesse et les femmes, qui nous font croire aujourd'hui que
notre mot d'ordre de la remontada, qui est un mot emprunté du monde sportif. Oui. Vous savez ce que ça veut dire remontada. Vous avez compris que malgré tous les échecs, la remontada, c'est pour renverser. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. On travaille pour ça et nous y croyons fermement, nous y travaillons, à la seule différence que nous travaillons en toute discrétion. Discrétion. Oui, mais la question par rapport à la remontada, ce que tout le monde se demande, est-ce que ça se fera en solo ou ça se fera en équipe avec des renforts? Parce que pour emprunter ce terme du monde sportif, est-ce qu'il y aura des transferts? Est-ce que le PRD se trouvera d'autres alliés ou ira simplement, comme ces dernières années, en cavalier solitaire? Le PRD a évacué cette question au congrès extraordinaire de Franco en 2018. Je voulais parler de ce que l'actualité dit, c'est fusion, confusion, mise ensemble. Bref, on a entendu cette terminologie-là. Mais de ce dont il s'agit au congrès ordinaire, il ne s'agira pas du tout de ça. Cette question n'est pas à l'ordre du jour. Et je ne le vois même pas dans le calendrier dans l'agenda du parti en 2023 ni en 2026. Je ne le vois pas. Je ne suis pas le seul congressiste. On aborde les sujets mis à l'ordre du jour. Je puis vous dire que ce sujet n'est pas du tout à l'ordre du jour et au niveau du PRD, ce n'est pas du tout une préoccupation parce que nous l'avions totalement et définitivement évacué. Le mode opératoire a été défini au congrès de 2018 et c'est ça qui a permis au PRD de fonctionner jusque-là. Donc, le PRD ira bel et bien avec les couleurs de l'arc-en-ciel aux prochaines joutes électorales. Bien entendu, les militants, vous savez très bien que désormais, pour être membre d'un parti, ça se fait individuellement. Oui. Je puis vous rassurer que les recrutements se font tous les jours que Dieu fait. Nous avons une plateforme, une base de données, on enregistre dans chaque village les militants, les cadres, mais nous avons fait l'option, et ça va être ainsi, sauf décision contraire, de ne en parler qu'à l'intérieur du parti. Donc, les gens qui estiment que notre idéologie de paix, de tolérance, de démocratie leur plaît, ils savent ce qu'il faut faire, ils n'ont qu'à s'inscrire, travailler à la base, militer, montrer leur attachement. La seule chose, jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes un parti du gouvernement et dès lors que la ligne d'une personnalité, d'un groupe n'est pas contre notre ligne, c'est-à-dire la ligne gouvernementale, je ne pense pas que nous fermions la porte pour qui que ce soit. Pour le moment, nous n'avons pas changé de position, donc nous ne pouvons que travailler avec des gens qui partagent notre ligne, celle de soutien à l'action gouvernementale et au président Patrice Talon. Une fois que ces questions sont totalement évacuées, tous les citoyens, où qu'ils se trouvent, savent comment venir au PRD, ils connaissent toutes nos structures pour y adhérer en toute liberté en tant que citoyen libre avec les modalités qu'il convient. Et nous enregistrons tous les jours que Dieu fait des candidatures. Et pour nous, c'est de travailler, de participer à la paix, à la démocratie et d'aider le président Talon à réussir son quinquennat
et avec la particularité d'un quinquennat hautement social qui nous séduit davantage. Voilà, je veux insister un peu sur la question, je vais peut-être paraître provocateur. Est-ce que ce faisant, en restant dans cette stratégie, quand bien même vous êtes un soutien admirable du président de la République et de son gouvernement, de son action d'abord, est-ce que votre position n'est pas quelque peu en dissonance avec l'idée, en tout cas le leitmotiv de la réforme du système partisan qui encourage les grands ensembles? Est-ce que le PAD n'est pas un peu trop attaché à sa valeur patrimoniale? Vous parlez des couleurs du parti. Il y a un président historique respecté parce qu'il y a une grande histoire du PRD. Est-ce qu'en s'accrochant à cette histoire et en ne voulant pas faire de quartier ni sur les couleurs ni sur les leitmotiv, vous ne montrez pas une idée quelque peu vieillotte en dehors du temps, en tout cas en dehors du temps que nous vivons en ce moment, ce qui concerne toutes les mutations politiques qu'il y a eu ces dernières années? Oui, je comprends bien votre préoccupation. Je vous remercie pour ça. Ce qu'il faut retenir de fondamental, la réforme du système partisan vise des objectifs très clairs. Il vise à réduire le nombre de partis politiques dans le pays. C'est tout simplement ça. Il ne faut pas confondre les tests de réduction aux interprétations. Aucun test n'a dit de dissoudre un parti. Non, il n'y en a pas. Et d'aller dans un autre. Non, il n'y en a pas. Aucun. Par contre, oui, si on ne fait pas attention, les fusions, c'est la dissolution d'un à la faveur de l'autre. Oui. Donc, nous disons, le système partisan tel qu'il est fait, la réforme du système partisan tel qu'il est fait, le PRD s'y est conformé aux premières heures. Donc, nous sommes un parti qui est conforme aux tests de la réforme. Nous sommes un parti qui a subi les mutations et qui a reçu les secousses de cette mutation. Et comme toute entité, toute organisation, nous tenons compte de cette situation, nous nous organisons. Mais nulle part, il n'a été dit, et je mets quiconque au défi, de disparaître à la faveur d'autres. La belle preuve, c'est que tous les jours que Dieu fait, chaque fois qu'un groupe de Béninois et de Béninoises se réunissent remplissant les conditions, le ministère de l'Intérieur leur donne le quitus pour qu'ils se constituent en parti politique. Donc, des partis politiques continuent d'être créés, ce qui n'est pas en déphasage avec la vision. Si c'était le cas, on allait totalement et purement et simplement arrêter le processus. Donc, c'est une interprétation politicienne de cette manière de dire le système réduit. Oui, il réduit. On va dans de grands ensembles. Les grands ensembles se constituent librement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous estimons que les grands ensembles doivent se faire en toute liberté, suivant l'affinité et suivant les idéologies qui les animent. Ça, c'est d'abord notre option libérale qui veut cela. Maintenant, une fois que nous avons dit ça, le mode pour le faire, pour ce qui nous concerne, a été clairement défini et écrit dans nos tests, déposé au ministère de l'Intérieur et validé. Donc, la manière, le jour où le PRD va décider, le processus est connu. Et je suis en train de vous dire, au congrès ordinaire du dimanche 19 prochain, ce sujet n'est pas à l'ordre du jour parce que nous avons d'autres défis. Nous avons compris cette situation, nous nous sommes attelés et on avance lentement et sûrement. Donc voilà ce que nous sommes en train de dire. Et pour répondre à cela, nous avons dit qu'il y a des mutations sous nos cieux, des difficultés. Nous n'avons pas
peur de faire recours à l'innovation. Nous n'avons pas peur à remettre le pouvoir aux jeunes, aux femmes. On a mis dans nos statuts 30% de jeunes, 30% de femmes et 30% au niveau de toutes les autres catégories confondues. Ça veut dire qu'on sait là où ça peut aller. Les gens parlent de système vieillotte. Bon, 30 ans, c'est un peu jeune. Ouais. Mais c'est mieux que 3-4 ans. Effectivement. Donc, nous sommes un parti qui a l'expérience plus que les autres. Ouais. Mais 30 ans, c'est jeune. C'est encore jeune. Si c'est là, c'est cet âge-là, le PRD est encore très jeune. Parce que le renouveau, lui-même, il est jeune par rapport. Effectivement. Mais si c'est un autre âge qui est évoqué, ça, je ne saurais le dire parce que c'est un parti de jeunes. D'accord. Nous avons à la tête du PRD un homme d'expérience. Un homme d'expérience, mais jeune dans sa tête, qui est moderne dans tout ce qu'on appelle technologie aujourd'hui. Ouais. Voilà, il est totalement jeune. Donc nous avons un parti, l'expérience plus la jeunesse, je crois que ça, on ne peut pas avoir mieux. Voilà, mais en réalité, bon, pour finir sur ce point-là, avant d'arriver aux dispositions prises pour le Congrès, en fait, la question simple que tout le monde se pose, est-ce que, comme vous le dites, cette jeunesse et cette expérience arriveront à vous faire franchir la barre des 10%? Parce qu'en réalité, quand on tourne autour, pour parler des questions de représentativité, c'est de ça qu'il est question en réalité. Est-ce que vous pensez qu'en l'État, 2023 n'étant pas très loin, est-ce que vous pensez qu'en l'État, le PRD peut raisonnablement aspirer se faire représenter au Parlement? Oui, c'est comme l'équipe du Bénin, les écureuils, qui va à la Coupe du Monde. Oui, mais bon. À l'aéroport, vous dites, bon, écoutez, nous y allons pour échouer. Parce qu'il y a le Brésil, il y a les... Non, c'est moins aléatoire que ça. On a une preuve. Vous n'avez aucune preuve, parce que si vous regardez les palmarès, oui. Vous regardez les palmarès, oui. Pour un match Brésil-Écureuil, vous avez déjà... Oui, bon. Bon, donc, j'ai déjà répondu à votre préoccupation. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en matière politique, c'est le terrain. Il faut centrer la balle. Compter les joueurs. Les 11 sont là. L'arbitre est là. Bien posé. Les pelouses, tout est bien. Les règles sont claires. Et on centre. Voilà ce que je peux répondre. Oui, on a déjà joué pour les communales. Toutes ces conditions. On a joué pour les communales, je vous dis. Oui. Les pelouses sont bien. L'arbitre est là. Oui. Les joueurs sont bien alignés. La balle bien ronde. On centre. C'est tout. Donc on laisse le jeu parler. On laisse le jeu parler et à la fin, on fera les comptes. On met le VAR. Ah, vous en aurez besoin, le VAR? Le VAR, en cas de contestation, mais le VAR. D'accord. Et puis voilà, vous allez voir ce que c'est que la remontada. D'accord. Voilà, c'est ça justement le schéma. Et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du tout en allant à une compétition. Nous, on est contents de nous engager dans cette hargne. Et surtout que ceux qui pensent qu'ils ont déjà tout gagné viennent sur le terrain. En matière de football, vous allez voir comment ça se passe. Voilà. Alors, pour ce congrès du 19 décembre, concrètement, comment ça va se passer? Est-ce que ce sera en ligne ou là du présentiel? Est-ce que ce sera un mix des deux, comme on a pu quelque peu observer pour l'université de vacances? Très concrètement, comment les travaux vont s'apporter? Alors, donc, comme c'est un congrès statutaire, le nombre les textes définissent les délégués et les représentants. Tout calcul fait, on sera 1063 délégués. Bien entendu, en respectant les contextes, les consignes de coronavirus, on ne peut pas avoir les 1063 dans une même salle. Donc nous avons éclaté en 13 sites les 1063 pour respecter les gestes barrières, première chose.
Deuxième chose, un site principal où il y aura la cérémonie d'ouverture et de clôture, qui sera le siège du parti, qui a une capacité de 1200, mais qui va respecter un nombre restreint. Et au niveau de nos sites départementaux, puisque la loi nous fait obligation d'avoir de sièges au niveau des départements, nous en avons dans tous les départements du pays, plus la diaspora, nous avons les délégués à ces sites-là. Mais comme les sites sont distants, nous allons travailler avec la technologie. Donc nous allons travailler en visioconférence. Les équipes sont déjà à pied d'œuvre. Tous les équipements sont presque prêts dans chaque site. Nous avons déjà fait l'expérience au niveau de l'UV. Donc tous les délégués, ce serait la même chose. Ils sont distants, ils sont dans le Zou, à Boïkon, à Parakou, dans le Borgou, à Kandi, dans la Libori, à Natitengu, dans la Takora, à Djougou, dans la Donga, les collines d'Assa, dans le Mono, le Koufo, Porto Novo, siège principal, Louémé pour la promisérité, et le plateau Ifaï, et Cotonou tout naturellement, et l'Atlantique à Calavi. Donc, tous seront en distance, mais c'est les 13 sites distants. Sur chaque site distant, on a la présentielle. Donc, ils suivent ce qui se passe à Porto Novo, ils suivent ce qui se passe dans les autres, ils suivent ce qui se passe à la diaspora. Quand il y a les votes, les tests, ils prennent la parole, ils votent. C'est la seule chose qu'on a fait, on a dématérialisé la distance, on a dématérialisé le lieu. Et aujourd'hui, le pays a évolué en termes de connexion Internet haut débit. Et on peut se permettre cela, ce qui était impensable il y a 56 ans, l'est aujourd'hui. Il faut le reconnaître et reconnaître aussi que c'est un mérite du gouvernement de doter notre pays de ces infrastructures. Et nous, on l'utilise au niveau de la politique, au niveau des échanges. Nous, on fait nos réunions en ligne, on respecte les gestes barrières, les consignes gouvernementales, on exige le pass vaccinal, on exige les tests PCR, et à l'occasion du congrès, on a demandé d'installer un site de vaccination au siège à Porto Novo. Ceux qui veulent se faire vacciner, ils vont le faire bien avant le congrès, pour que nous puissions aussi, d'une manière ou d'une autre, accompagner le gouvernement dans cette action. Oui, voilà, je m'en allais vous poser la question par rapport à cette question de la vaccination, parce qu'il y a toujours cette attente-là du côté des partis politiques, de ces grands ensembles qui ont beaucoup d'influence et qui ont de pillons sur rue. Heureusement que vous avez annoncé cette disposition prise, parce que dans le sillage du gouvernement, surtout pour les partis qui soutiennent l'action du gouvernement, on a très peu vu, disons, d'engouement, en tout cas des leaders de ces partis, pour encourager, au moins publiquement, leurs membres à adopter la vaccination et permettre au pays entier d'atteindre ses objectifs en termes d'immunité collective. Il y a eu une campagne de vaccination accélérée en cours en ce moment qui devrait finir dans quelques jours. Pourquoi je ne dirais pas que les partis traînent les pas, ou en tout cas, il ne s'agit pas simplement des partis de la mouvance, il y a les partis d'opposition, en tout cas tout le corps politique. Pourquoi il y a pourquoi on a l'impression parfois que sur ces grandes questions, les grands ensembles, ces grands partis traînent un peu les pas, l'information se disquille à compte-gouttes. Tout ce qu'on nous répond à chaque fois, c'est que à l'intérieur du parti, on essaye quand même, il y a du mouvement, il y a de l'action. Mais pourquoi ces actions ne sont pas visibles? Bon, et Monsieur Noumon, je ne pourrais vraiment pas répondre au nom des autres partis. Non, pour vous mais déjà. Pour nous, ça a été clair. Et lorsque nous avions pris l'option d'organiser l'UV, le tout premier communiqué a été très clair. On a demandé aux militants d'aller se faire vacciner. Et à l'UV, il y a un an, on a déjà respecté ces gestes et on a demandé de respecter les gestes. Depuis le 28 juillet, le parti n'a jamais cessé de finir son communiqué en exhortant publiquement. Donc ça, c'est des communiqués
qui sont signés par le parti, le PRD a toujours demandé aux militants d'aller se faire vacciner, de respecter les gestes barrières. Nous avons été impliqués totalement. Nous avons enclenché de manière visible la vaccination des militants à l'occasion de l'UV. Le dispositif était là, nous l'avons fait à Bomé-Calavi, et nous continuons de le faire encore dans tous les communiqués. Mais cette fois-ci, nous nous sommes dit, nous allons prêter notre siège en renfort à cette opération. Que les militants, donc ça veut dire qu'aucun militant ne viendra au Congrès. Sans être vacciné. Bon, on a déjà évacué ça parce que tout le monde est presque vacciné au niveau des délégués. Au niveau des délégués. Et nous avons même mis un dispositif où nous avons eu des facilitations dans les sites décentralisés. Nos délégués, pour rentrer même dans les sièges du départementaux du parti, savent qu'il faut monter patte blanche. Parce que nous continuons de dire qu'il s'agit quand même de la vie. Nous ne sommes pas là pour parler de mort. Nous sommes là pour que les militants soient vivants, pour qu'on puisse... Donc, on continue très bien à faire ce travail-là. Et même aux réunions de l'ADEN, le président Mbouidi, il ne cesse de dire « Est-ce que tout le monde est vacciné ?» ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que pour nous, ça va de soi. Mais c'est vrai que nous avons au sein du parti un comité qu'on appelle santé, qui est piloté par un collège de médecins militants qui nous donnent toutes les bonnes informations. Et donc, nous avons été vraiment accompagnés. On est vraiment accompagnés. Je ne sais pas pour les autres partis, mais nous, chaque fois où c'est fait, nous pensons que, au-delà de toute considération, nous pensons que vraiment les militants doivent se faire vacciner et on ne manque de le dire. Et c'est pour ça que, justement, pour que ce soit plus visible, à partir de cette semaine, le siège sera un lieu de vaccination. Le siège national à Porto Novo, ancien Ciné Iréakari, sera un lieu de vaccination jusqu'au Congrès. Et si d'autres veulent venir, ils viendront pour se faire vacciner. Ce n'est pas que pour nos militants, c'est pour toute personne voulant se faire vacciner, pour permettre aux populations et au gouvernement d'atteindre cet objectif de vaccination maximale. Donc voilà, nous on a pris ce pari-là. C'est tous les sujets qui rentrent dans le bien-être des populations. Je crois que le PRD est au rendez-vous et voilà. Nous le marquons par nos communiqués. Voilà. Nous allons revenir rapidement sur l'université de vacances. Ça a un lien avec le programme d'action du gouvernement. Vous parliez des mérites de l'exécutif. Pourquoi le PRD a senti le besoin de travailler sur le hautement social? Est-ce que c'était pour porter au gouvernement ses propres interrogations ou comprendre simplement un peu mieux la trajectoire que le président de la République a fixée lors de son discours d'investiture? Parce que c'est vrai que tout le monde est dans l'expectative, le hautement social, à quoi ça arrive très concrètement? Alors, aux dernières élections présidentielles, nous avons décidé au Congrès extraordinaire où le candidat, alors le président Patrice Talon, était venu solliciter le concours du PRD au siège. Nous avons accepté de suivre sa candidature, de le porter au pouvoir pour 2021-2026. Et dans ce partenariat, nous avons été associés au projet de société du duo Patrice Talon-Talata. On a été associés, on l'a apprécié et nous avons fait campagne sur ce projet de société. Et dans ce projet de société, nous avons découvert des choses d'une importance capitale. Ces choses, au-delà des réalisations que tout le monde voit, au-delà de tout ce qu'on voit comme réforme dans le pays, il y a une partie diffuse qui est même l'ossature
du projet de société du président Patrice Talon, mais que personne ne perçoit parce que ça porte sur une thématique dont le paradigme a été galvaudé. Le président Patrice Talon, dans son projet de société, qui deviendra le programme d'action gouvernementale dans quelques jours, a bien parlé, a bien mis l'accent sur le social, sur l'humain, sur la création de richesses et sur la distribution de cette richesse-là. Tout son projet de société, en fait, lorsqu'il parle de construction de routes, il parle de social. Lorsqu'il parle de réforme, il parle de social. Mais le social n'est pas bien compris. Et pour pouvoir se l'approprier, nous avons demandé au gouvernement que, en tant que parti politique, parti de masse, nous avons besoin d'aller au-delà de ce que nous avons. Donc nous avons réuni ce que nous avons comme cadre au niveau du parti, et c'est le rôle de l'université, d'une université de vacances. On se réunit comme à l'université, on a suivi des cours magistraux, et on n'a pas eu meilleur que les spécialistes au gouvernement, le porte-parole du gouvernement, et Madame la ministre chargée du social, en charge du social dans le gouvernement, qui nous ont dit ce qui est fait, ce qui se fait et ce qui va être fait. Et donc, à partir de cet instant, nous nous sommes appropriés de ce contenu-là. Donc, d'où le thème d'ailleurs, pour une appropriation du contenu social. Ce n'est pas parce que le président l'a dit. Le président, lui, l'a dit. Mais nous savons ce qu'il y a dedans. Mais nous voulons que nos compatriotes, militants d'abord, et nos compatriotes tout court, comprennent ce qu'il y a dans ce hautement social. Parce que le gouvernement à lui seul ne pourra pas l'expliquer. Les politiques ont un langage pour parler aux populations. Et nous estimons que nous ne pouvons pas faire campagne sur un projet de société. Nous ne pouvons pas nous exposer tel qu'on a fait aux dernières élections et mettre sous boisseau le projet de société. Pour nous, c'est un devoir moral. C'est une question de responsabilité et une question de l'appropriation pour que nous ne fassions pas pied de figure. C'est ce que nous avons fait dans cet exercice et il vient de commencer. Après, c'est les déclinaisons, village par village, commune par commune, pour expliquer en français facile, en langue nationale facile, ce contenu-là. Et lorsque les gens vont savoir ce qu'il y a dans l'arche, lorsque les gens vont savoir ce qu'il y a dans la formation, ce qu'il y a dans la santé, ils vont mieux apprécier les réformes. Ils vont mieux supporter les charges liées à ces réformes. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames dans le pays. Il y a que, on a l'impression qu'on dise le gouvernement et nous on est là pour faire non. Nous on soutient l'action du gouvernement, on explique aux populations ce qu'il y a dedans et nous avons trouvé que, indépendamment de ça, tout le projet est social. On peut faire tout le projet du gouvernement, du président Talon. Le dernier projet de société est social. Même le numérique, il est social. Même les infrastructures sont sociales. Devant une rue, devant la construction d'une rue, d'un bâtiment, vous avez près de 60 corps de métier qui est mis en branle. Et ces gens-là travaillent pour que ça ait des répercussions sur leur santé, sur leur éducation et sur leur portefeuille et du coup sur l'économie. Donc c'est ça le social que nous avons compris et nous voulons expliquer ce paradigme à nos concitoyens. Voilà, mais sur ce concept bien précis, même en dehors du PRDC, vous avez l'impression que c'est bien perçu. Parce qu'à chaque fois, ça devient comme comment je vais dire, ce terme, en tout cas ce groupe de mots hautement social est, disons, passé à toutes les sauces. Je ne parle pas simplement de l'opposition. Tenez, récemment, il y a eu une polémique par rapport à ce corps spécial, ce qu'on appelle les aspirants, par exemple. Et à chaque revendication, on associe le hautement social. Qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai qu'il est noble du côté de votre parti de prendre cette charge pour vous également. D'ailleurs, on se dit que c'est tout à fait normal puisque vous êtes au gouvernement, donc vous êtes en responsabilité. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour que les Béninois perçoivent ce message? On le dit en prenant en compte le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes aujourd'hui
à une inflation d'autour d'1,5%. Donc il y a quand même sur certains produits de première nécessité une hausse, même si on n'est plus dans la même situation qu'en mai ou en juin. Comment on arrive à charpenter un peu ce message pour que les populations, les plus vulnérables d'ailleurs, qui sont portées sur leur vie quotidienne et ce qu'ils peuvent en tirer, comment on arrive à charpenter ce message, à l'agencer pour que le message soit perçu et pour que l'action du président de la République soit mieux perçue. Voilà, c'est d'ailleurs la problématique même du choix du thème. Aujourd'hui, un parti politique a une manière simple de construire selon sa ligne ou de déconstruire. En réalité, c'est ça. Nous sommes quand même des leaders d'opinion. Et lorsque on aborde une thématique qui, dans son essence, n'est pas visible, mais qui touche l'humain, ça prend du temps. Ça se comprend pas bien. Et lorsqu'on a fait le parcours qui a été le nôtre, où tout est à refaire, les impatiences sont grandes. Les pressions sont visiblement grandes. Les populations grognent. Et du coup, c'est aux politiques de dire, attention, un peu de patience, nous allons arriver à bon port. Et il faut trouver le langage juste. Dire à quelqu'un que le verre est à moitié plein ne veut pas dire la même chose que le verre est à moitié vide. Ça dépend de la manière dont c'est dit pour que les populations attendent. Venons à l'actualité. Les AME, ce sont nos jeunes frères qui répondent à un besoin précis qui est exprimé pour répondre à la préoccupation de l'enseignement. Mais il s'est fait que le pays n'a pas suffisamment engrangé les ressources pour les payer. Et vous connaissez quel gouvernement au monde qui a les ressources qui ne paie pas ces jeunes qui travaillent? Donc, à un certain moment, il faut prendre la patience, il faut prendre le calme pour expliquer aux jeunes. Oui, vous êtes en train, c'est votre effort de guerre. Sur 12 mois, on vous concède tant. Acceptez cet effort et ainsi de suite, ce serait reconnaissé. Au-delà, lorsque le gouvernement a expliqué de manière technique, il revient aux politiques d'expliquer à la base pourquoi il y a cette hausse aujourd'hui, pourquoi on est obligé d'augmenter telle chose aujourd'hui, pour que demain, nous ne soyons pas dans un perpétuel recommencement. Puisque si on n'explique pas ça comme ça, et qu'on pense que bon, c'est l'affaire des autres, nous sommes au gouvernement, nous sommes dans notre position confortable, nous, ce n'est pas notre conception de la politique. Au PRD, nous soutenons l'action du gouvernement, nous allons écouter aussi les populations, et nous leur disons, ce qui se fait ira encore mieux si nous patientons. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, et c'est ce que nous allons continuer à faire sur tous les sujets. C'est pour ça que quand il y a un sujet, nous intervenons. Regardez le sujet des objets royaux qui sont arrivés. On a entendu des polémiques. Mais très vite, on a dit à nos militants, allez expliquer le caractère national de ce geste. Allez expliquer le succès diplomatique de ce geste. Ne rentrons pas dans des polémiques inutiles. Je vais vous dire les raisons qui ont poussé le PRD à envoyer ce communiqué-là pour préciser pourquoi le retour des objets royaux est une victoire. C'est une victoire au-delà de ce qu'on pense. Le président, les objets, ne l'oublions pas, ils étaient partis comme trophée de guerre, comme la victoire d'un camp sur notre peuple. Des chefs d'État ont enclenché la démarche. Ils ont leur mérite. Le président Talon est arrivé, il connaît la difficulté, il a négocié, mis la diplomatie, mais il y a mis la fermeté et la détermination.
Il n'a pas dit j'irai chercher les objets royaux avec la bombe et puis la technologie, j'irai les arracher. Il n'a pas dit. Il ne pourrait même pas, on n'en a pas. Non, mais pourtant ces objets sont partis dans ces conditions-là. Oui. Il a mis les moyens modernes à sa disposition, la diplomatie, la persuasion, la négociation, il a associé les experts et ces objets sont revenus. Les objets revenus veulent dire que réellement, c'est le début d'une vraie indépendance. C'est le début d'une vraie coopération. Mais personne ne perçoit cet aspect de la chose. Tout le monde y voit le côté, excusez-moi du terme, le côté folklorique. C'est au-delà. C'est le Bénin qui s'est mis comme un État entier devant l'ex-colonisateur. Désormais comme un État qui lui-même a des richesses convoitées, mais des richesses immatérielles. Voilà des sujets qui méritent explication, qui ne sont pas traités dans les réseaux sociaux, qui ne sont pas traités avec légèreté, mais qui expliquent aujourd'hui comment nous devons prendre au sérieux cette date du 10 novembre. Cette date du 10 novembre, pour nous, c'est une des deuxièmes dates importantes. Un acte fondateur. Un acte fondateur, et il ne faut pas blaguer avec. Voilà. En parlant de ces questions-là qui ont engendré quelques crispations, même si ce retour d'objet d'art quand même globalement a engrangé quand même le consentement de la majorité des Béninois, en tout cas on l'a vu, ça a déclenché quand même un sentiment de fierté. Au-delà de ça, on peut prendre un autre sujet tout proche de nous qui a cristallisé aussi, qui touchait au social, parce que ça touchait aux femmes, c'est cette question des Tokwa qui a été vertement, comment on va dire, pour le dire dans des termes polis, où le ministre a dû retenir la main du préfet parce qu'on semblait aller à en griffe à une certaine crispation sociale parce que ça affectait directement des couches dites vulnérables. Qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de cette affaire? Non, je crois que au niveau du gouvernement, il y a ce qu'on appelle la prise de responsabilité a été rapide. Ce n'est ni la victoire de l'un sur l'autre, non, je ne pense pas. Ça a été que on a en face à un gouvernement qui écoute le cri des populations et qui sait apprécier les choses à sa juste valeur. Il n'en demeure pas moins que l'idée de réguler ce trafic-là pour le bonheur et la sécurité de nos compatriotes qui utilisent cette tronçonneuse, il n'en demeure pas moins que cette idée est mauvaise. Il va falloir prendre le temps que cela requiert. Des fois en politique, il y a ce qu'on appelle le timing. Mais ce que je retiens dans cette gestion, très rapidement, je crois qu'il y a eu un petit défaut de communication, mais qui a été vite rattrapé, et c'est ce qu'on demande à un gouvernement. Mais ça, c'est pas un langage diplomatique, parce que les termes sont quand même... les termes ont quand même choqué. Non, je comprends ce que vous voulez dire. Je ne rentre pas dedans. Normalement, si nous voulons être rigoureux jusqu'au bout, oui. Ce document, on ne doit pas le voir sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc il y a une entité ministérielle, un gouvernement, tout simplement, quel que soit le niveau de responsabilité, qui a pris une décision. C'est comme ça, moi, je vois. Qui a constaté que cette décision ne va pas et l'a corrigée. Voilà. C'est ce qu'il faut noter, et les populations sont d'accord. Et nous avons dit, il y a un problème au niveau de ce mode de transport. Il faut penser à cela pour le bonheur et la sécurité de tous les usagers. C'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas à retorquer à qui que ce soit. On fait il y a des situations comme ça, on les gère et on avance. Ce qui est fondamental, la leçon à tirer, c'est que le gouvernement a écouté les populations, et c'est ce qu'on demande à tout gouvernement. Et voilà. Voilà. Le PAG, on annonce le lancement du programme d'action du gouvernement dans quelques semaines. En tant que parti politique, sur quel chantier? On a parlé du retournement social, mais sur quel chantier très précisément attendez-vous le gouvernement? On a un budget 2022 qui vient d'être voté, où on a grosso modo une enveloppe d'investissement autour de 800 milliards.
On a une prouesse de plus des équipes du ministère des Finances qui ont su économiser au pays autour de 36 milliards de francs CFA par une opération de remboursement anticipé de dettes. Sur quel chantier, au regard de toute cette actualité, sur quel chantier attendez-vous très précisément le gouvernement? Alors, on ne pourra pas dire parce que en fait le PAG c'est un document bien riche et aucun secteur n'est dissocié en fait. Il faut bien lire le projet de société en attendant le PAG. Mais on est à peu près le statut. On s'attend à ce que tous les acteurs, tous les secteurs se mettent en branle avec la cohésion telle gouvernementale et décentralisée telle qu'elle a été lancée jusque-là. Oui, mais il y a quand même des priorités. Oui, les priorités sont définies et à la lecture du budget, on voit déjà les priorités 2022. On voit déjà les priorités 2022 et à la lecture du PAG, l'ossature, ce qu'on peut appeler PAG aujourd'hui en attendant la version finale, on voit déjà que celui-ci est tourné vers le social. Et c'est justement la compréhension du social à travers les terminologies qui ne portent pas le social. C'est là qu'il faut que nous scindions les reins, que nous soyons suffisamment pédagogues pour expliquer à nos populations comment les choses vont se passer. Je crois que pour ce qui nous concerne, nous sommes totalement aguerris, nous sommes totalement prêts au niveau du PRD pour participer encore à la réalisation à un bon taux de ce programme d'action du gouvernement. Nous sommes totalement disposés, solidaires au sein de ce que nous appelons la majorité présidentielle pour continuer dans une cohérence cette action au grand bonheur de nos populations et à la réussite du quinquennat du président pour que, à la fin, nous puissions dire, bon, nous sommes arrivés à ce niveau, il reste à faire. Que nous ne soyons pas dans un schéma de perpétuel recommencement. C'est nous notre attente. Que le président, le président Talon, dans son quinquennat, pousse le pays à un niveau où on se dit, waouh, aujourd'hui, quand on voyage, les gens disent, ah Bénin, on vous respecte. Mais quand on écoute les gens, ce n'est pas encore ça. Oui, mais du côté de l'opposition, ne dit pas la même chose. On trouve que, bon... non, je vous ai dit que il faut d'ailleurs que l'opposition continue encore plus de critiquer. Pour qu'on puisse ne pas dormir sur nos lauriers à la mouvance. L'opposition dans un pays est fondamentale. Vous trouvez que le rapport du moment est assez constructif? Non, on ne les juge pas. Eux, ils sont dans leur démarche. Oui, mais vous avez quand même un avis, parce que nous, de la mouvance, notre avis, c'est que nous avons un programme d'action. Nous avons été associés à son élaboration. Nous sommes allés au-delà, nous nous sommes appropriés de cela. Forcément, nous connaissons le document. Nous le suivons. Nous ne pouvons pas reprocher à ceux qui n'ont pas fait cet effort. Peut-être qu'ils n'ont pas fait cet effort. Parce que, je vous dis, ce n'est pas évident de prendre des bouts au niveau des sorties du gouvernement pour comprendre ce document. On ne peut pas le comprendre. Vous leur faites un procès en intelligence parce que non, ce n'est pas un procès. Ils ont quand même des cadres pour comprendre ça aussi. Ce n'est pas un procès. Ce que je suis en train de dire, je leur concède leur position. Et je respecte leur position. Mais je dis, à contrario, qu'ils respectent les nôtres aussi. Et nous savons que si nous venons devant les populations, nous avons des arguments pour parler à nos populations, pour leur expliquer, en toute fierté, on n'a pas de complexe à dire que nous soutenons l'action du gouvernement. Dans le passé, le PRD s'est opposé à des régimes. Et nous l'avons assumé pleinement, du début jusqu'à la fin, au point où on voulait nous donner l'étiquette du parti indéfiniment de l'opposition. Aujourd'hui, dans la même élégance, la même posture, la même expérience, nous soutenons
l'action du Vous président. êtes résolument dans la mouvance. Nous soutenons l'action du président Talon et nous avons des documents, nous avons des preuves, nous avons des éléments qui fondent notre soutien. Devant n'importe qui, devant n'importe quel expert, nous allons leur dire qu'aujourd'hui le Béninois a besoin d'un centre de santé fiable, que le Béninois a besoin de manger à sa faim, que le Béninois a besoin de travailler pour créer de la richesse. Nous, on n'aura aucun complexe devant n'importe quel expert pour le dire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons dire que le désordre s'arrête. Nous allons dire que les grèves perlées ne sont pas forcément une bonne chose pour le pays. Quelles que soient les récriminations qu'on nous fait dans tel et tel classement, à l'intérieur de quelques acteurs politiques sur le degré sur la liberté d'expression, la démocratie. Autrement, le développement, ce que certains disent, les efforts de développement valent bien quelques sacrifices au niveau de nos libertés, en tout cas de nos latitudes habituelles. C'est dit que il faut pas confondre, il faut pas faire l'amalgame. La liberté, la démocratie, l'état de droit, c'est un perpétuel travail. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Ce ne sont pas des acquis. Ce qu'il faut améliorer concomitamment, c'est le mieux-être des populations. C'est le social. C'est le social, non pas le social assistanat, mais c'est le social responsabilisant. Le social qui met l'homme au cœur du développement. Le social qui responsabilise. Et c'est dans cette responsabilité que tu paies tes impôts, tu respectes les infrastructures, tu respectes la liberté de l'autre, on te respecte, l'État utilise les moyens pour assurer ta sécurité. Et ce n'est pas parce que une partie est perdue que tout est perdu, tout est noir. Je ne dis pas que les libertés sont au top, que nous sommes le top 1 de la liberté au monde. Je ne l'ai pas dit. Mais je veux, avec mon âge, qu'on se souvienne de d'où on vient et là où on va. Et je veux qu'on n'oublie pas que les libertés sont des quêtes permanentes. Et que, aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons des difficultés que nous allons dire que tout est noir. Je veux que le Béninois puisse, à un certain moment, comprendre que ce qui se passe aujourd'hui est passager dans le sens du bien-être. Donc, l'idée d'un homme politique ou d'un parti politique, c'est d'abord assurer la paix. La paix d'abord. Une fois que nous sommes en paix, et que des forces extérieures ne viennent pas nous perturber, tel qu'on a vu au nord, que des forces extérieures ne viennent pas perturber notre quiétude à travers le bassement matériel, le quotidien. Une fois qu'on a cette paix-là, je vous assure, la liberté devient le credo. La démocratie devient l'engagement. Il est permanent. Il y en aura qui vont profiter d'une position pour prendre votre parcelle de liberté et ça fonctionne comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons tout à régler de front. On a des routes à construire. On a des écoles à construire. On a la santé à construire. À un certain moment, on est obligé de faire un arbitrage. Et des fois, cet arbitrage ne fait pas l'unanimité. Et c'est ce qui se passe. Donc, quand on dit à certains, patience, c'est vrai, celui qui dit patience, lui, il ne vit pas ce que l'autre est en train de vivre. Par contre, quand on est responsable à un niveau, on comprend les gens, on sait, et nous, on est membres du gouvernement, on soutient l'action du gouvernement pour chuchoter aussi au chef de l'État ce que nous entendons dans la population. C'est aussi notre rôle. Voilà. En parlant d'arbitrage, nous allons finir là-dessus, parce qu'on n'est pas loin de la fin de cet entretien, je vais y arriver. Nous allons simplement parler, même si vous n'êtes pas en responsabilité à ce niveau-là pour le moment, de cette loi qui a été votée depuis
déjà quelques semaines sur la décentralisation. En parlant d'arbitrage, le PRD n'a pas donné de position officielle sur la loi sur la décentralisation. Le nouveau statut, tout ce qui a été, tout ce qui est implémenté dans la loi pour revivifier au dit du gouvernement ce mécanisme important qu'est la décentralisation, en séparant quelque peu les fonctions politiques des fonctions techniques et administratives. L'apparition du secrétaire exécutif qui d'aucuns en disent qu'il vient dépouiller tout des rôles habituellement dévolus aux édiles. Qu'est-ce que vous en pensez très précisément, parce qu'on n'a pas non, c'est une loi moderne. C'est une loi totalement moderne. Et nous, on a écouté, on a eu des maires, on a eu des responsables à divers niveaux. On a vu la décentralisation au début. Et on est en train de voir, on a fait tous les constats ensemble. Vous avez été acteur. On a été acteurs, Oui. On a des maires, Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est inhérent à toute réforme. Quand il y a la réforme, les gens voient... c'est comme les gens qui ne savent pas nager et qui rentrent dans une piscine. Lorsqu'ils n'ont plus pied, ils prennent peur. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'apprendre à nager. C'est ce qu'on demande à apprendre à nager. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas rester dans sa position confortable d'avoir toujours le pied à terre dans la piscine. C'est d'avancer, d'apprendre à nager, de savoir se défendre. Cette phase d'apprentissage de la nage, d'apprentissage de l'eau, ça va se faire. Je crois que c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Par contre, nous avons vu l'autre loi. On l'a expérimenté, on l'a éprouvé. On est arrivé à la conclusion que nous ne sommes pas au rendez-vous du développement local. Faisons quelque chose d'autre, qui a été le résultat d'études, d'experts. On va l'expérimenter et puis on verra. Mais aujourd'hui, c'est salutaire pour un maire de ne pas se mêler d'histoires de foncier, de budget. C'est salutaire. Sinon, ils sont tous là à avoir peur. Lorsqu'ils voient une petite voiture venir du ministère de l'Inspection, tous paniquent. Ce n'est pas ça leur rôle. Ils sont là pour porter la politique locale, pour exécuter la politique locale. Je crois que très vite, la nouvelle génération va s'adapter et on fera le bilan dans 10 ans, dans 15 ans de cette loi-là. Pour le moment... pour nous, rien à cirer, ça va pour cette loi. C'est vrai, le parti n'a pas eu l'occasion de se prononcer là-dessus, mais on a tellement suivi la genèse jusqu'à aujourd'hui qu'on ne peut que saluer une réforme dans ce secteur, le secteur de la décentralisation, parce qu'on ne peut pas continuer à faire du social lorsque les acteurs à la base ne sont pas outillés. Aujourd'hui, il se pose un problème. Il se pose un problème des acteurs à la base, du développement à la base. Sinon, on va rester gouvernement et puis la décentralisation ne sera pas une réalité. On va créer des îlots où certains règnent en maître. Je crois personnellement que c'est une très bonne loi. Elle est en train d'être vulgarisée, expliquée. C'est tout nouveau. Les gens ne savent que les anciennes lois, comprenez que les réticences soient là. Mais c'est la patience d'explication et je crois que les politiques aussi, les partis politiques aussi doivent se mettre dans la danse. Puisque les acteurs, les maires viennent des partis politiques. Ils doivent expliquer. Je ne comprends pas aujourd'hui que les maires actuellement puissent être en train de rechigner. Allez-y comprendre ce que je veux dire. Ah d'accord. Voilà. Donc, vous dites ça, vous ne dites rien. Ce n'est pas une accusation portée sur les autres. Non, pas du tout. Mais on doit pouvoir soutenir ça. Bon, quelque part, on peut dire que c'est un peu trop facile de votre côté aussi, puisque vous n'avez pas de main en responsabilité. Non, c'est une réforme pour nous sommes tous de la mouvance. Il y a une réforme, on soutient. D'accord. Voilà. Le principe est tout Le principe est acquis. Ouais. D'accord. Un dernier mot pour sortir de cet entretien. Bon, merci pour cet entretien à bâton rompu. L'occasion du congrès ordinaire nous a permis de
d'expliquer à la face du monde que le PRD est un parti qui respecte toujours ses tests statutaires, donc nous organisons. Nous avons fait le pari de l'innovation, nous avons toujours opiné sur les grandes questions d'actualité nationale et internationale, dès que c'est possible. Et nous nous sommes engagés résolument aux côtés des populations pour leur expliquer dans un langage facile ce qui se passe de mieux pour leur intérêt au niveau du gouvernement. Ceci étant, c'est dans cette attente que nous attendons les résolutions du congrès du 19 décembre prochain pour que mandat soit donné à l'équipe, à la nouvelle équipe du parti pour continuer dans cette dynamique d'explication, de formation et surtout d'animation de la vie politique. Voilà ce que nous attendons. On attend de grandes résolutions de ce parti et nous renouvelons encore notre soutien à l'action gouvernementale. Voilà, et certainement que nous aurons l'occasion de revenir sur les conclusions de ce congrès ou les grandes annonces, s'il y a grandes annonces, puisque vous semblez avoir balisé le terrain. On ne doit pas s'attendre à grand-chose. En tout cas, pas quelque chose de croustillant. En tout cas. Croustillant, les congressistes sont souverains. Ouais. Et 3 grands sujets aujourd'hui. Renouveler les tests, avoir le visage de la nouvelle équipe qui va conduire, ça c'est quand même des choses importantes, c'est des grands événements. Voir la politique du parti, la ligne politique, l'orientation politique, ça c'est quand même des choses qui sont bien attendues. Nous on l'espère vivement. Ça grouille un peu partout au sein des structures, toutes les motivations de nos sessions, les recommandations, ça nous donne du baume au cœur. Ça travaille. Tous donnent le sens de la remontada et c'est ça qui nous donne la joie au cœur pour dire, ben voilà, il y a quand même du nord au sud, de l'est à l'ouest, des jeunes et des femmes qui travaillent, qui ne cèdent pas à la fatalité, qui ne restent pas les bras croisés pour dire c'est Covid, on ne fait rien. Non, nous, on prend les dispositions qu'il faut. On sait que nous avons notre destin en main et nous allons y arriver, nous y croyons. Voilà, merci beaucoup Christian Parfait Aoyo. Je rappelle que vous êtes délégué général aux technologies de l'information et de la communication numérique du Parti du Renouveau démocratique. Donc vous avez porté la voix sur ce plateau. Chers amis téléspectateurs, nous sommes au bout de cet entretien en espérant que vous avez glané ici et là quelques enseignements et surtout en attente du 5e congrès ordinaire du Parti du Renouveau démocratique qui, je vous le rappelle, se tiendra dimanche prochain, dimanche 19 décembre 2021. À Porto Novo. Et en visioconférence. Voilà. Vous allez retrouver à la suite de cet entretien, la revue de presse et le duel de dimanche politique avec les invités de Gilles-Christ Tchidi. En attendant, portez-vous bien et à bientôt pour un autre entretien.